Invité. On va parler donc ensemble de l'apport des nouvelles thérapeutiques ciblées et notamment les anti-IL-5. Je ne parlerai pas du Xolair évoqué par le docteur Le Héron. Donc, en ce qui concerne les indications des nouvelles biothérapies, on l'a déjà évoqué, mes collègues en ont parlé, on est sur un asthme sévère. Donc, le docteur Le Héron a déjà parlé de ce diagramme du GINA. Et donc, les biothérapies, elles vont intervenir sur les patients traités dans le palier 4, palier 5 du GINA. Donc, on l'a vu tout à l'heure, des patients qui ont des doses moyennes à forte corticothérapie inhalée associées à un bronchodilatateur de longue durée d'action. Et donc, malgré ce traitement mis en place, on va le voir, avoir un asthme qui n'est pas contrôlé. Sur le palier supérieur, on est en droit de rajouter des traitements de type bronchodilatateur anticholinergique, le Xolair, et ici interviennent donc les traitements anti-IL-5. Donc l'asthme sévère, on reprend la définition, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, c'est un asthme qui reste non contrôlé malgré une forte pression thérapeutique. Et donc, ça ne figure pas sur cette diapo, mais l'important, c'est quand même cette durée, comme on l'a dit tout à l'heure, de 6 mois, d'avoir un recul assez important sur le suivi du patient pour évaluer l'asthme et son contrôle ou non-contrôle. Donc, on retrouve ici le traitement inhalé à forte dose, associé à un deuxième contrôleur qu'on a évoqué, qui peut être un anticholinergique, par exemple, ou, et c'est souvent le cas, des corticoïdes par voie orale. Donc ce qu'on appelle le non-contrôle, on l'a déjà dit, c'est un mauvais score de contrôle de l'asthme sur les questionnaires habituels, qui sont des questionnaires remplis par les patients, des autoquestionnaires. Le fait de présenter 2 exacerbations par an et aussi une valeur fonctionnelle importante qui est un VEMS inférieur à 80%. Voilà, un patient asthmatique en bonne santé et bien traité doit avoir un VEMS supérieur à 80%. Donc, indication asthme sévère et, important pour les anti-IL-5, un asthme hyperéosinophilique, parce que ça va être le mécanisme d'action de ces biothérapies. Donc, le docteur Le Héron l'a déjà évoqué, le plus connu, on va dire, ou le plus anciennement connu, l'asthme éosinophilique d'origine allergique. Donc c'est un allergène respiratoire qui va entraîner une inflammation, donc on en a déjà parlé, TH2, avec une prolifération des éosinophiles qui vont produire certains médiateurs qui vont agir sur la muqueuse, notamment bronchique, et être responsables des signes cliniques. On sait aussi qu'il existe un asthme hyperéosinophilique non allergique qui peut être induit par des polluants, des virus, et qui vont aussi par un autre biais mettre en jeu cette cellule clé de l'asthme hyperéosinophilique qui est l'éosinophile. Donc, le docteur Le Héron l'a déjà évoqué, donc je vais passer rapidement. Différents phénotypes d'asthme et donc différents traitements. Donc, pour les anti-IL-5, on se situe dans une inflammation TH2 hyperéosinophilique, donc allergique ou non allergique. Pour les patients obèses ou les autres formes d'asthme, notamment neutrophilique, on n'a pas d'indication là aux biothérapies de type anti-IL-5. Ça pareil, ça reprend ce que j'ai expliqué. Donc, concernant le mépolizumab, donc on a ici les recommandations de l'HAS, la Haute Autorité de Santé, qui reprend donc le fait d'avoir un traitement par corticothérapie inhalée moyenne ou forte dose et donc un stade 4 ou 5 du GINA avec cette notion d'éosinophile supérieure ou égale à 300, très important, et cette perte de contrôle de l'asthme avec cette notion d'exacerbation fréquente dans l'année précédente et la corticothérapie orale sur une période d'au moins 6 mois. Pour le benralizumab, on est dans les mêmes indications. Alors là, ce que je n'ai pas précisé, c'est que le taux d'éosinophile ici doit être présent dans les 12 derniers mois, alors que pour le benralizumab, on doit avoir un taux d'éosinophile supérieur à 300 à l'instauration du traitement,
mais sinon la définition de l'asthme sévère reste la même. Donc, quelques mots sur l'éosinophile, puisque c'est la cellule clé de l'asthme hyperéosinophilique et donc dont l'action des anti-IL-5 va intervenir. Donc cet éosinophile, vous voyez, qui produit plusieurs médiateurs, et donc ils vont infiltrer la paroi des bronches, et au niveau local, au niveau de la muqueuse, ils vont eux-mêmes potentialiser une réponse immunitaire locale, avec la production, on l'a dit, de plusieurs médiateurs différents, qui vont être responsables des signes cliniques, et aussi, on s'est aperçu, que l'éosinophile intervient aussi dans le remodelage bronchique qui explique la pathologie chronique bronchitique avec un muscle, on va dire, lisse qui est remanié. Concernant l'interleukine 5, qui là va être également la molécule clé de ces nouvelles biothérapies, c'est la molécule de l'inflammation TH2, donc, qui est retrouvée dans les asthmes hyperéosinophiliques. C'est une cytokine pro-inflammatoire et elle va avoir un rôle dans tout ce qui est maturation, recrutement, prolifération de l'éosinophiles. Et elle intervient aussi également dans la survie de cette cellule, on va dire dans sa survie ou dans sa mort, appelée apoptose. Donc, les nouveaux traitements de l'asthme, donc une liste, on va dire, peut-être pas exhaustive, hein, mais des nouveaux traitements qui sont en cours d'étude ou à l'étude, avec ici donc l'anti-IL-5 et l'anti-récepteur de l'IL-5. Un anti-IL-5 qui n'est pas pour l'instant commercialisé en France, qui est le Reslizumab. Et ici, vous avez d'autres molécules qui ont montré leur efficacité, avec notamment des anti-IL-4, des anti-IL-13, et des molécules également qui ont été, dont les essais cliniques ont été arrêtés parce que prouvées inefficaces. Donc nous, ce soir, enfin, je vais me focaliser sur l'anti-IL-5 et l'anti-récepteur de l'IL-5. Donc le mécanisme d'action des anti-IL-5 ou de l'anti-récepteur de l'IL-5. Donc vous voyez ici sur ce schéma la molécule, donc l'anti-IL-5, qui est ici, qui est un anticorps, va se fixer sur la fameuse interleukine, la molécule, et donc elle va bloquer son action. Donc ici on le voit avec un schéma qui met donc en exergue le Reslizumab, mais on aurait pu mettre le Mepolizumab, ça aurait été pareil. Donc l'anticorps va se fixer sur l'IL-5 et donc elle ne va plus avoir son rôle de transduction de signal au niveau des l'éosinophiles. Donc il va y avoir arrêt de la différenciation, de la maturation et de tout ce qu'on a vu auparavant. Concernant le récepteur de l'anti-IL-5, lui, il va donc se fixer, comme son nom l'indique, sur le récepteur de l'anti-IL-5 et il va induire également l'apoptose, donc la mort cellulaire de l'éosinophile. Donc en pratique, quel est l'apport de ces molécules en pratique clinique pour nos patients au quotidien? Donc ici c'est l'étude MENSA qui a porté sur 576 patients. Je vous ai remis les caractéristiques ici, mais bien entendu il s'agissait de patients asthmatiques sévères avec, vous voyez, un VEMS aux alentours de 60%, donc on va dire une obstruction importante, avec parfois des corticoïdes au long cours et des exacerbations fréquentes comme on l'a vu. Donc cette étude, 3 bras, un bras placebo, un bras où on avait une dose de 60 mg de Mepolizumab en l'occurrence, et un bras de 100 mg. Donc cette étude a bien montré que le Mepolizumab pouvait réduire de 39 à 53% la survenue d'exacerbation. On a aussi montré qu'elle avait un effet d'amélioration de la fonction respiratoire en termes d'amélioration du VEMS, mais cette amélioration n'était pas forcément cliniquement significative. Donc oui, les chiffres augmentent, mais après, cliniquement, est-ce que le patient ressent un bénéfice? Ce n'est pas forcément prouvé. Cette étude Sirocco, qui est là, qui s'est intéressée cette fois-ci à l'effet du Benralizumab, donc qui est l'anti-récepteur de l'IL-5. Donc pareil, un essai randomisé, donc contre placebo, 1205 patients, un bras Benralizumab toutes les 4 semaines,
un bras benralizumab toutes les 8 semaines et un bras placebo. Donc pareil, là on a bien montré qu'il permettait une réduction en moyenne de 50% du taux d'exacerbation et principalement, on a vu dans le sous-groupe où les éosinophiles étaient supérieurs à 300 cellules par microlitre. De la même façon, ici on avait montré le bénéfice sur les chiffres de fonction respiratoire. Enfin, un article, quel est l'apport supplémentaire de ces nouveaux traitements? C'est l'épargne cortisonique. Donc on en a parlé, mes collègues en ont déjà parlé. On sait que les corticoïdes au long cours, beaucoup de comorbidités, principalement cardiovasculaires. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la morbidité cardiovasculaire des patients sous corticoïdes au long cours est très importante. Donc cette étude de 220 patients, donc je vous mettais un petit peu les caractéristiques en termes de corticothérapie inhalée, qui correspondent donc à des fortes doses, hein, aussi bien dans le bras placebo que dans les 2 autres bras. Pareil, des patients qui exacerbaient souvent et des patients avec un test de contrôle de l'asthme qui n'était pas bon, donc un asthme non contrôlé. On a montré que l'utilisation du benralizumab permettait de réduire de 75% la dose de corticoïdes oraux. Et dans on va dire c'était un critère secondaire, a permis également, on va dire, certes sur un petit effectif, mais dans plus de la moitié des cas, de réduire complètement la cortisone orale, donc 100% de réduction. La tolérance de ces nouveaux traitements, donc en termes d'impact clinique, de manière générale, donc ici on a une revue de la Cochrane, donc une méta-analyse, la tolérance est bonne de manière générale pour le mépolizumab dans les études. Des effets plutôt secondaires mais légers et en pratique clinique, nous, sur notre usage au quotidien, des traitements qui sont bien tolérés. De la même façon, pareil pour le benralizumab. Pareil, on a montré aussi avec ces nouveaux traitements qu'on a un impact sur la qualité de vie. Donc avec ici des tests de contrôle de l'asthme qui sont en faveur du mépolizumab. Alors, pas beaucoup d'études pour le mépolizumab. Parfois, c'est des résultats qui sont en faveur d'une amélioration de la qualité de vie, qui n'est pas forcément cliniquement significatif, mais en tout cas qui montre, là aussi sur un autre questionnaire de qualité de vie qui est le questionnaire de Saint-Georges, des arguments en faveur du mépolizumab en comparaison au groupe placebo. Et ici, je vous ai mis pareil, un peu plus d'études pour le benralizumab. Toujours, alors ici ça croise, hein, donc ça montre un petit peu la non-significativité parfois pour certaines études, mais en tout cas, on va dire, ça donne un signal en tout cas d'amélioration du contrôle de l'asthme et de la qualité de vie des patients au quotidien. Voilà, ici pareil, on a pour le test de contrôle plusieurs études avec parfois une significativité clinique qui n'est pas au rendez-vous sur le plan statistique, mais des recommandations quand même fortes pour dire que ces traitements améliorent la qualité de vie. Donc quelques messages, comme on dit, à emporter à la maison, en tout cas en ce qui concerne les biothérapies de type anti-IL5, anti-récepteur de l'IL5. D'abord la bonne indication, est-ce bien un asthme sévère, donc mes collègues en ont parlé. Est-ce qu'on a le bon recul? Est-ce qu'on a éliminé tous les cofacteurs ou les mauvaises prises de traitement ou les comorbidités associées sur lesquelles on pourrait agir? Phénotype éosinophilique obligatoire, incontournable, hein, ça fait partie de l'AMM. Concernant le choix d'un biologique, un plus que l'autre au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'argument clair sur la question. Donc ça, c'est encore, les études vont devoir être poursuivies pour savoir pourquoi un anti-IL5 et pourquoi pas un anti-récepteur de l'IL5 ou vice-versa. Très important, médicaments coûteux, nécessité d'un suivi régulier à partir du moment où on les met en place. Et donc je ne l'ai pas noté sur cette diapositive, mais
Voilà, je me remets à ce qu'a dit le docteur Le Héron. Très important, l'indication de ce traitement doit se poser lors de réunions de concertation asthme avec des médecins qui sont habitués à gérer les pathologies asthmatiques. Plusieurs médecins d'ailleurs qui font ces réunions, on ne choisit pas seul dans son coin, comme la cancérologie. C'est pareil, je pense que l'indication doit être posée par des médecins habitués à ce type de patients, ce type de maladie, ce type de traitement. Et je pense qu'il faut qu'on mette en place, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, hein, mais des critères, on va dire, d'évaluation espacés à 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour savoir si les traitements qu'on met sont efficaces et s'il faut les poursuivre. Voilà, merci de votre attention.